je vais te parler du coup d'une affaire que j'ai fait là récemment. C'était à Rouen et en fait, ce sont deux femmes qui tuent le compagnon de l'une d'entre elles. Et des faits abominables. Après, elles découpent le corps, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est pourquoi l'ami vient aider l'autre. Enfin voilà, quel est ce rapport d'amitié en fait ? Pourquoi elle accepte de faire ça ? Enfin, qui accepterait de faire ça et pour quelle raison ? Enfin, ça semble. C'est cette fameuse expression, tu sais, de le jour où il y a besoin de cacher un corps, tu m'appelles, quoi. Tu vois, oui, c'est oui. genre. Eh bien, tu sais, le plus fou, c'est qu'en fait, elle n'était pas si amie que ça. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Voilà. Très bien, on est bien. T'as l'habitude. Est-ce que j'ai l'habitude ? T'as l'habitude, t'es postcasteuse. Ouais, pas dans un canapé quand même. Vas-y, mets-toi à l'aise. Tu veux enlever tes chaussures ? Je suis pas bien calée. Non, quand même. Je vais pas être trop à l'aise ici. Je vais bientôt partir. Non, mais ça va, c'est cool. Merci. Salut Élise. Salut Fabrice. Ça va ? Oui. Je suis très heureux de t'avoir. Mais moi, je suis très heureuse d'être là. C'est trop cool. Tu viens à mon micro parce que t'as écrit... Alors attends, c'est ton 4e bouquin ? Non, le 3e. Ouais. Ce bouquin qui s'appelle Les Nuits que l'on choisit, où tu racontes ta vie de chroniqueuse judiciaire. Une vie que tu as entamée il y a 6-7 ans, c'est ça ? 2017. Ah ouais. Donc 6 ans. Ouais. Et t'as eu plein d'autres vies avant et on va en parler. Et spoiler, on se connaît bien. On a bossé pendant un petit moment ensemble à l'époque où t'étais chez Mademoiselle, où les gens peut-être te connaissent parce que tu faisais les trouvailles du lundi pour bien commencer la semaine. Et les instants putassiers. Les instants putassiers avant ça. Ouais. Pour ceux qui étaient vraiment là à l'époque. Et en fait, c'est intéressant parce que pendant longtemps, tu vois, je te voyais te lancer dans ce nouveau métier, en fait, clairement, qui est de suivre des chroniques, des procès d'assises, quoi. Donc c'est des gens qui ont fait des meurtres, enfin pour les gens qui savent pas, quoi. Et je me demandais pourquoi tu continuais à faire les trouvailles d'internet, où c'était un truc assez léger, où tu t'allais chercher des gifs, des vidéos, etc. Et je crois que j'ai compris, en fait, dans ce bouquin, c'est que c'était un peu une soupape pour toi, non ? Ouais, il fallait bien un moment de détente. Je comprenais pas, tu vois, sur le moment, je me disais, mais ok, pourquoi tu continues à faire ça après toutes ces années et tout ? Non, mais c'est vrai, par exemple, mon mec m'a dit, il a lu le livre, et il m'a dit, bon, c'est super, tout ça, évidemment, heureusement pour lui. Mais surtout, il m'a dit, mais tu es quelqu'un de beaucoup plus joyeux que ça. Et je lui dis, oui, mais parce qu'on est jamais un bloc monolithique, quoi. On est plusieurs personnes. Donc. Et lui, il a découvert
ta cette facette-là de toi, c'est ça? Je pense qu'il la connaît, mais c'est pas celle de mon quotidien. Enfin, c'est pas celle avec mes proches, ma famille, etc. Je suis pas quelqu'un d'austère. Je suis pas. Enfin, le livre n'est pas austère, mais enfin, non, la matière fait que on peut pas. La matière criminelle fait qu'on peut pas non plus faire des blagues poète quoi. Enfin. Non, tu fais pas de blagues poète, mais non. En revanche, là où je crois que peut-être ce qui relie les deux, c'est que tu cherches à tout prix l'humanité. Ouais. Et qu'il y a un vrai, enfin, tes chroniques judiciaires, j'ai l'impression, en plus, enfin, je suis pas spécialiste du genre d'une manière générale, mais j'ai l'impression qu'elles détonnent aussi par ça, c'est que tu vas chercher des angles, pour parler avec des termes journalistiques, tu vas chercher des façons de raconter les histoires, tourner autour des humains plutôt que des faits. Ouais, oui, parce qu'en fait, le crime, c'est vraiment un prétexte. Et tu sais, à la cour d'assises ou dans les palais de justice en général, ça nous arrive de rire pendant l'audience. Il y a des moments qui sont parfois drôles, mais parce que là encore, c'est tellement un concentré d'humanité, c'est tellement dense que parfois, effectivement, il va y avoir une soupape qui lâche et on va avoir besoin de rire, quoi. Donc, alors on ne fait pas que ça, hein, évidemment, mais oui, ça arrive, ouais, sur des semaines d'audience, bien sûr. On va raconter tout ça. J'ai hâte que tu me racontes un peu tout ton parcours. Mais tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Déjà, je trouve que c'est un super âge, 7-8 ans. Je sais pas pourquoi tu as choisi cet âge, parce mais... que je trouve que c'est un peu un âge charnière. Ouais. Entre la petite enfance et... D'accord avec toi. J'étais une enfant, je pense, un peu bizarre. Non, c'est vrai, j'avais déjà un peu un goût du morbide que je ne trouvais pas effrayant. Et c'est vrai, t'as raison, c'est un âge charnière pour moi parce que je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup écrire. Enfin, je me souviens, c'est quoi, c'est CE2 ? CE1, CE2, ouais, c'est ça. Et j'avais lu ce livre de Pierre Gripari qui s'appelle « Les sorcières sont énervées », qui m'avait transcendée, et je me suis mise à... J'écrivais déjà un petit peu avant, et là, je me suis mise à vraiment faire ça tous les jours. Ok. Par quoi s'illustrer ce goût du morbide dont tu parles? Sans trouver ça bizarre, t'as dit. J'aimais les histoires qui font peur, mais parce qu'aussi, à cet âge-là, on n'a pas conscience, en fait, du vrai morbide. Je pense qu'il y a quelque chose à résoudre autour de la mort. Et je pense que c'était ma façon à moi de l'appréhender et d'en faire... Mais il se trouve aussi que je viens d'une famille où ça n'est pas tabou. Ça n'est pas... Enfin, la mort fait partie de la vie, en fait. Donc, c'est pas... Comment ça s'illustrait ? Typiquement, ça s'illustrait donc... par exemple, ma mère m'a toujours dit que... Enfin, pour elle, c'est hyper important d'aller aux enterrements. Ok. Pas en général, hein. Je veux dire, elle va pas. Elle va pas à tous les enterrements. Voilà, elle va pas. Tiens, y a-t-il un enterrement aujourd'hui ? Non, mais pour elle, c'est important de rendre hommage à la personne à la fin de sa vie et voilà, et de parler de cette personne, etc. Donc, ouais, ça m'a jamais traumatisée, vraiment. Ok. Je t'ai rencontré je t'ai découvert à l'époque des blogs. Donc là, on va faire un grand saut dans le temps, mais en fait, si je me trompe pas, donc tu avais ce fameux blog, je sais pas, il existe encore ou pas ? Elixi, non. Tu l'as coupé, Internet ? Je l'ai coupé. Sciemment, tu t'es dit, ok, il faut que ce truc disparaisse. Non, j'assume complètement. C'est simplement que je suis passée à autre chose, quoi. Ok. Et tu t'es dit, ok, je veux pas garder ces archives en ligne. Elles font partie de mon histoire et tout, non, mais juste... attends, personne n'a envie de relire ce qu'on écrivait quand on avait 20 ou 23 ans, enfin, vraiment... T'es sûr de ça ? Ah non, en tout cas, moi, j'ai pas envie que ça reste sur les internets ad vitam aeternam, non. Pourquoi ? C'était très drôle sur le moment, et puis aussi, c'était vraiment un laboratoire à l'époque. Ouais. On pouvait écrire beaucoup de choses, on pouvait s'entraîner, etc. Donc, j'ai trouvé ça super. Mais après, c'est comme laisser ces brouillons. C'est comme si, voilà, tu livrais tes brouillons d'une époque. Je trouve pas ça très intéressant. En plus. Ah ouais, parce que tu sais, moi je trouve toujours dommage que les youtubeurs qui ont vraiment genre percé de ouf, ils décident d'enlever leur première vidéo parce que ça
ça enlève aussi un peu tu vois, du parcours qui a été fait. Et même si parfois c'est moins bien au début, et forcément c'est moins bien, je trouve ça dommage, tu vois, de se dire ok, en fait ça, sciemment je l'enlève parce que j'en suis plus trop fier. Alors si t'as dit des trucs avec lesquels t'es profondément en désaccord, je peux comprendre, tu vois. Mais je crois pas que c'était ton cas, quoi. Non, c'était pas le cas. Non, c'est... Ouais, en fait, c'est ça, quoi. J'ai pas envie forcément de... Bah, après, il y a des gens qui me suivent depuis très très longtemps. Il y a des gens qui me suivent, qui me disent, d'ailleurs, je te suis depuis que tu as ton blog. Depuis le blog, oui. Donc, bah, je trouve ça super. Je suis hyper contente. Mais non, j'ai pas envie de... Ok. Qu'on aille... Ça serait un peu fouiller mon intimité en plus, je pense. Parce que tu parlais plus de toi, c'est ça, à l'époque? Parce que je parlais plus de moi, et quand tu dis des choses avec lesquelles t'es en désaccord, bon, je pense pas que... Il y a des choses où fondamentalement je serais en désaccord, mais ça quand même, ça ne me ressemble plus. Je pense que quand même j'ai évolué, et donc j'ai pas envie d'avoir ce petit moment cringe où tu te dis... c'est gênant. Mais tu vois, pour autant, tu as publié des livres, donc c'est ton 3e. Et tu vois, quand tu as écrit tout un bouquin, on en reparlera, sur Britney, ça, pour le coup, tu es OK avec ça, avec l'idée que ça reste et que ça soit encore disponible quelque part, quoi. Ouais, parce que... Bah déjà parce que c'était plus travaillé quand même. Ouais. Et puis parce que c'est alors pour le coup, mon livre sur Britney, je pense que c'était vraiment le marqueur d'une époque. Et là, avec les nuits que l'on choisit, justement, j'ai voulu enlever ce travers-là. J'ai essayé d'en faire quelque chose de beaucoup plus intemporel. Oui, que t'as enlevé toutes les marques possibles de le mettre dans une époque, pour le coup, quoi. Oui, parce que autant Britney Spears correspond à une époque, le début des années 2000, autant là, je pense qu'on touche plus à de l'universel. Oui, et je comprends. Quoi qu'il arrive, il y a toujours eu des crimes, et c'est sûr qu'on peut lire ton bouquin dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il y aura toujours, j'imagine, des crimes, peut-être d'autres façons de tuer des gens et de dissimuler des corps, tu vois, mais... Bah déjà, je pense qu'à l'avenir, il y aura moins de serial killers, par exemple. Ah ouais? Bah, je pense, parce que, enfin, là, maintenant, ils ont réouvert une cellule de cold case, donc on va sûrement retrouver... on va pouvoir résoudre certaines affaires. Donc c'est les affaires. Il y a eu un vrai. Enfin, tu dis ça, mais il y a eu une vraie décision, c'est ça qui a été. Oui, de réouvrir des dossiers. Donc bon, voilà, des choses plus anciennes, des années 80, 90. Mais à l'avenir, oui, ça va être plus compliqué, parce qu'aujourd'hui tout est numérisé. Il y a l'ADN, il y a la téléphonie mobile. Donc tout ça fait que. Donc tu pars du principe qu'un serial killer n'arrivera plus à tuer en série, quoi. Ouais, okay. On l'arrêtera avant. D'accord, je vois. D'ailleurs, tu parles beaucoup du fait que, d'une manière générale, les tueurs en série ne t'intéressent pas trop, toi? J'ai pas cette fascination-là. Oui. Non, pas du tout. Je l'ai eu peut-être quand j'étais adolescente, mais... Et encore, est-ce que c'était vraiment une fascination? Mais j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de livres, etc. Et non, ça m'a complètement passé. Mais tu dis ça aussi parce que tu pars du principe que, en fait, ils ont rien à donner, c'est-à-dire que c'est juste des robots. Tu les présentes un peu comme des monstres qui ne montrent pas de remords. Alors non, attention, c'est ce que je dis dans le livre. Le mot monstre est interdit. Ah pardon. Il n'y a pas de monstre, il n'y a que les gens qui commettent des actes monstrueux. Okay. Non mais c'est vrai, t'as raison. Non mais c'est quelque chose en tout cas qu'on répète souvent à la cour d'assises, et c'est vrai. Pour ce qui est des serial killers, c'est... Oui, et puis en plus, ils ont un mode opératoire, généralement. Donc, je trouve pas ça... je sais pas comment le dire autrement, que je ne trouve pas ça intéressant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir comment quelqu'un comme toi ou moi va basculer et va commettre l'irréparable. Ça, c'est quelque chose qui me fascine, en revanche. Tu pars du principe qu'on peut tous tuer. Alors, j'ose espérer que non. Mais c'est vrai que quand tu arpentes les cours d'assises, tu finis quand même par te dire qu'on a tous en nous un petit bouton, et que ça peut arriver, et qu'on ne se connaît jamais vraiment soi-même. Et d'ailleurs, on l'entend très souvent, les accusés, ils disent « ça me ressemble pas ». C'est pas moi qui ai fait ça, pas pour se dédouaner, mais comme s'ils avaient été possédés par quelqu'un d'autre. Ouais.
Tu vois, donc ouais, non, c'est quelque chose que je crois. Il y a beaucoup de comment dire, de psychologique d'une manière générale dans ton bouquin, et j'imagine aussi dans le rapport qu'il peut y avoir comment dire, entre les accusés, les familles au sein des cours d'assises, et t'as l'air d'être fasciné en fait par cet aspect-là. Notamment, il y a un moment donné où tu parles d'effondrement psychique aussi. Ouais. C'est fabuleux ça, c'est-à-dire que les mecs décident de tout simplement ne pas avouer, même s'ils le savent. Alors, c'est pas vraiment une décision consciente. Je pense qu'au fond d'eux-mêmes, oui, ils savent, mais ils ont. Je vais te donner un exemple, et d'ailleurs, je crois que j'en parle dans le livre. Très souvent, je ne veux pas faire de généralité, mais souvent, disons, il va y avoir un accusé, il va reconnaître le meurtre. Il aura beaucoup plus de mal à reconnaître ce qu'il a fait ensuite au corps pour s'en débarrasser. Ouais. Alors que finalement, ce pourquoi il va être jugé, c'est surtout pour avoir tué une personne. Et ça, c'est un mécanisme effectivement qui est hyper intéressant. C'est le moment où effectivement, là, peut-être qu'à ce moment-là, il se reconnaît plus. Il peut reconnaître l'acte de colère et l'intention homicide, comme on dit, mais sinon, ce qu'il y a après, ouais, le dépasse lui-même. C'est Jonathan Daval, c'est ça, qui dit qu'il a pas brûlé. Mais Jonathan Daval le fait, ouais. C'est lui que je cite dans le livre. Dans le bouquin. Ouais. Tu dis il l'a tué, mais juste, c'est pas lui qui a brûlé le corps, c'est quelqu'un d'autre qui a brûlé le corps. Ouais, et puis en plus, à la cour d'assises, on a vu ça, parce qu'il y avait la vidéo de Quelle joie. de son audition, et il paraît très sincère, mais il fait des mouvements avec ses mains, comme ça, en disant non. Alors, en revanche, le feu, c'est pas moi. Ouais. Waouh. Revenons à ton parcours, si tu veux bien. Ouais. Mais, donc ouais, tu te fais repérer grâce à ton blog, en fait, à l'époque, l'air de rien. À l'époque, ouais, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Mais parce que, comme je te disais, en fait, c'était une époque vraiment où Internet était un laboratoire. Et finalement, il n'y avait pas tant de gens que ça sur Internet. Et du coup, c'était... Il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'était vraiment du bouche à oreille. Et on voulait lire les choses. Et on voulait... et c'était vraiment nouveau, quoi. Donc, c'était il y a fort longtemps. N'en parlons plus. Et en fait, on va dire que tes débuts, tu les fais plutôt autour de la pop culture, d'une manière générale. C'est un truc qui te fascine, ça? À l'époque, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te fascine dans la pop culture à l'époque? Eh ben, tu sais quoi, je pense que c'est un peu la même chose que pour le crime. C'est-à-dire que la pop culture était un sujet, c'était pas noble, c'était... c'était... comment dire? C'était superficiel. Okay. Et c'était un peu... il y avait un peu de mépris, en fait, quand je disais que je m'intéressais à ça. Et moi, j'aimais bien aller contre ça. Et tu vois, dans le fait divers, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Moi, ça m'est souvent arrivé, quand je dis mon métier à des gens, qui mettent tout de suite vachement de distance et qui disent « Ah, moi, je déteste les faits divers. » Parce qu'il y a un côté voyeur. Ben, c'était un peu la même chose à l'époque avec la pop culture, tu vois. Oui, parce que tu t'étais aussi, tu suivais un peu les gossips, ce qui pouvait se passer, etc. Quoi. Ouais. Et moi, ça m'intéressait de retourner le truc et de dire, en fait, vous savez, ça raconte bien plus que ça. Ça raconte un pan de la société. Ouais, c'est clair. Donc finalement, j'ai pas tant changé. Non, tu es toujours la même. Merci pour la psychanalyse. Allez. Combien je vous dois. Bonne journée. Mais en fait, effectivement, tu te fais connaître par là. Et comme on le disait tout à l'heure, attends, ton premier bouquin, c'était quoi déjà? Ben, c'était ça, c'était Britney. C'était Britney, ouais, on est d'accord. Britney, ouais. Non, bah oui. J'ai créé 25 ans, ouais. Quand t'avais 25 ans? Ouais, j'avais 25-26. Ok. Tu décides de raconter une sorte d'enquête autour du fait d'aller voir Britney, d'aller retrouver Britney, c'est ça? Ouais, c'est un essai docu-fiction. Enfin, en fait, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était surtout d'étudier toute cette pop culture et à l'époque, il y avait une fascination pour la pop culture qui maintenant existe beaucoup moins. Ou alors j'ai vieilli, je sais pas. Mais à l'époque, quand même, les sites People, les journaux, les magazines People cartonnaient. Ils vendaient des caisses. Donc, qu'est-ce que ça disait de nous? Ça m'intéressait beaucoup. Bah, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt des comptes Insta. Enfin, tu vois, il y a plein de... Oui, ça a switché un peu. Ouais, ça a muté. Mais je crois qu'il y a toujours cette fascination. Hein. Mais c'est juste que
Je crois qu'il y a... Enfin non, j'allais dire, je crois qu'il y a moins de méga stars comme Britney, mais non, pas du tout. Non, il y en a toujours. Il y en a toujours, hein. Il y a aussi le côté beaucoup plus accessible. À l'époque, comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et maintenant, on a accès beaucoup plus facilement, même à une méga star. Donc peut-être que ça a changé la donne. Comment t'as suivi, toi, justement, toute l'histoire de Britney avec sa séquestration Est-ce que t'as continué à suivre cette histoire? Non, mais attends, parce que ça a été un ce sont mes deux passions réunies, c'est-à-dire Britney et la justice. Ouais. C'était incroyable, c'était fou pour moi, parce qu'en plus, aux États-Unis, ils ont un système où tu peux acheter les pièces du dossier. Ah, ok. Donc, c'est encore plus public qu'en France, quoi, où là, il y a que les tribunaux qui sont ouverts. Et donc, ça m'a fascinée. Je suis un peu tombée dans le rabbit hole, comme on dit. Ouais. Et j'ai exploré tout ça pour essayer de comprendre. Et qu'est-ce que t'en as retiré, toi? Parce que pour le coup, t'as pas écrit dessus? Ou alors j'ai raté des trucs? Non, j'ai pas écrit dessus. Je croyais que t'allais t'y remettre à l'époque. Non, mais en revanche, si jamais il y avait un procès pénal, si jamais elle poursuivait son père, par exemple, très honnêtement, je me poserais la question d'y aller, ouais. Pour suivre l'audience. Ouais, alors pour expliquer un petit peu, mais globalement, Britney Spears s'est fait... mettre sous tutelle en fait à l'époque par, en 2008 par son père, et elle a utilisé les réseaux sociaux pour envoyer des messages à l'aide un peu cryptiques à sa communauté, etc. Et pour que en fait on sorte un petit peu de cette prison judiciaire, parce qu'en fait c'était ça, elle était... Ouais, alors ce qui est vraiment fou, moi le moment où j'ai eu l'étincelle, où je me suis dit c'est incroyable, c'est quand on découvre qu'en fait elle a été placée sous tutelle alors qu'il n'y a même pas d'ordonnance de médecin, il y a pas de rapport médical qui dit cette personne est en danger pour elle-même ou pour les autres, il faut la placer sous tutelle. Et ça, je sais même pas comment c'est possible. En tout cas en France ça serait pas possible, mais et c'est là où je me suis dit, mais en fait, pendant des années, comme quoi on peut croire quelque chose vraiment, fondamentalement, on peut avoir une intime conviction qui à l'époque était elle est complètement barjot, et revisiter un peu l'histoire et se dire ah non en fait c'était pas ça. Waouh. L'intime conviction, vous l'aurez compris, qui est en rapport avec ton métier actuel, quoi. Ouais, je ne parle plus que comme ça maintenant. Tu ne parles plus que comme ça. Mais donc ouais, tu c'est vraiment, pour revenir à ton parcours, c'est vraiment un truc qui t'intéresse et qui te fascine pendant tout ce temps-là, et tu le racontes en fait, le bouquin est à la fois à mi-chemin entre des procès et ce que tu suis de procès, etc. Et tu viens donner des coulisses, mais aussi la création de cette chronique judiciaire aujourd'hui qui est on peut lire tous tes articles sur Slate, hein, c'est des longs articles que tu fais en plusieurs épisodes, qui sont des vrais... Des séries, quoi. Ouais, des nouvelles, des nouvelles découpées en épisodes. Ouais. C'est carrément des nouvelles. Et en fait, je me demandais un petit peu, enfin, tu racontes un petit peu comment t'en es venu à te lancer dans ce métier-là. Ouais. Moi, je me demandais un peu, tout part d'Eva Bourseau, c'est ça? Tout part de cette... Tout part d'Eva Bourseau. De cette affaire. Avant, le fait divers m'intéressait, mais comme quelqu'un qui regarde tous les faits entrés accusés. C'est vraiment parce en fait, donc l'affaire Eva Bourseau, c'est une jeune étudiante de 23 ans qui est retrouvée chez elle. Son corps est retrouvé dans une malle d'acide au dernier étage d'un immeuble, et on découvre qu'en fait les deux accusés sont deux étudiants promis à un tout autre avenir, parce qu'ils étaient en prépa maths sup maths spé. Brillants et tout, apparemment, en plus. Ouais. Et en fait, ça commence à m'intéresser parce que, déjà parce que c'est chez moi, c'est à Toulouse, et parce que j'ai une amie qui me dit un jour, parce qu'elle connaît des gens au commissariat central, et elle me dit, tu sais que la meilleure amie d'Eva Bourseau appelle, et parce qu'elle se fait harceler. Et j'ai du mal à comprendre au début, et je dis, mais harcelée par qui? Et elle me dit, mais harcelée par les journalistes, c'est-à-dire qu'il la traque pour qu'elle parle de son amie. Et je trouvais ça terrible de ce moment où en fait on essaie de faire le deuil de sa meilleure amie, en plus à 23 ans. Enfin, faut
Faut imaginer un peu. Et puis elle, on s'en fout un peu de ce qu'elle a à dire, comment elle va et tout ça. Et donc, comme je fonctionne par obsession, je me dis, mais en fait, je vais la retrouver. Je vais la laisser un peu tranquille, là. Mais un jour, je la retrouverai et puis je lui demanderai, en fait, comment elle a vécu ce moment-là. Et comme, quand même, je sens que je plonge dans cette affaire, je me dis, mais en fait, non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le procès. Et en France, la justice est quand même très longue, hein, donc c'est 3 ans en fait entre les faits et le procès. Et je me dis, pour me préparer, je vais faire 2 choses. Je vais m'inscrire à un diplôme universitaire de criminologie et je vais aller de temps en temps à la cour d'assises pour voir comment ça se passe exactement, prendre des notes. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que je me suis bien inscrite, j'ai bien suivi les cours du diplôme universitaire, mais en revanche, j'ai pas passé les examens. Et t'as pas passé les examens parce que, si je me souviens bien, ouais. T'as un examen qui tombe en plein dans un procès. Et en fait, je choisis le procès. Puisque de toute façon, c'était pour ça que j'avais commencé. Donc, t'avais fait du droit, hein, auparavant. J'ai pas mentionné, mais j'ai fait 6 ans de droit. Et parce que j'ai redoublé. Non, mais la 2e année est très dure. Tout le monde redouble la 2e année, d'accord. Mais en fait, le droit est une matière très changeante et très mouvante. Donc, de toute façon, j'étais pas à jour. Et donc voilà, t'avais quand même un peu une attirance pour le droit en particulier. J'avais une attirance quand, tu sais, c'est difficile au début quand tu dois choisir tes études, quand t'as 17 ans. C'est quand même compliqué et moi je m'étais dit, j'avais un peu ces grands idéaux de défendre la veuve et l'orphelin, quoi. Et en fait, quand t'arrives en droit, ça dure un temps et puis tu te rends compte qu'en fait c'est autre chose. Mais puis voilà, et puis j'ai continué parce que à défaut de faire autre chose aussi, hein, j'étais pas. Et tu t'étais pas intéressée à des études en rapport avec l'écriture, parce que tu disais quand t'étais petite t'écrivais beaucoup et. Non, mais après je sais pas, peut-être que j'étais mal renseignée, mais pour moi, faire des études de lettres si j'avais hésité avec la philosophie, parce que j'adorais ça. Mais après, à part prof, je voyais pas trop et le métier de prof m'intéressait pas des masses. Donc non, Et puis tout ça, c'était avant Internet, hein, ouais. Les enfants. Donc toujours, ouais. Non. Il y avait pas vraiment Si t'habitais à Toulouse, j'imagine, il y avait pas forcément de voie possible, ou en tout cas de rôle modèle, tu vois, pour de gens à suivre, quoi, tu vois. Ah, je sais pas si c'était ça, mais ouais, c'est sûr qu'on avait moins accès à certaines informations, quoi. À l'époque, souvenons-nous. Pourquoi mes notes ont disparu? Tu l'as vu, le docu d'Orelsan? Bien sûr. Tu as vu ce moment où il perd toutes ses notes? Oui. L'angoisse. T'as flippé, toi, ou pas, quand tu l'as vu? Toi, pour le coup, t'es papier, quoi. T'es full papier. Ouais, je suis full papier. Ouais. D'ailleurs, tu sais, quand j'ai repris le DU, ouais. La vieille dans l'amphi, c'était moi maintenant. Ah oui. Tu sais, t'as toujours un vieux dans l'amphi, et là, c'était moi. Voilà. Mais comme j'étais pas non plus, j'avais pas non plus 60 ans, ouais. C'était très bizarre. C'est-à-dire que les étudiants m'appelaient madame et en même temps m'invitaient à des soirées beer pong. Ah. C'était un peu malaisant. Et donc, ouais, moi, je prenais toutes mes notes papier. Ouais. Papier, et tu continues, en fait, aujourd'hui? Et je continue. Ouais. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que ça m'aide à vraiment poser mes idées. Et après, j'ai une mémoire visuelle qui me permet de remettre les choses et de savoir où chercher. Ensuite. Mais alors, pourtant, tu prends des notes, limite, tu fais de l'inextenso, oui, c'est ça, du verbatim. Attends. Ouais, je fais du verbatim, ouais. Mais t'écris moins vite que tu tapes, non? En vrai, quand tu prends pendant des procès comme ça. Je sais pas, parce que j'ai jamais tenté avec un ordinateur. Et en fait, si tu veux, comme c'est quand même un truc sur l'instant, je peux pas arriver à un procès en me disant, aujourd'hui, je vais tenter avec l'ordinateur, parce que jamais j'y arrive pas. Ça me fait un petit peu flipper. Donc, non, ouais, je reste. Et puis en plus, non, mais l'objet en tant que tel, il y a quelque chose de très satisfaisant de voir tes petits carnets de notes s'empiler comme ça et d'avoir un système un peu d'archives. Moi, j'aime T'as un beaucoup. système d'archives? En fait, oui, je sais, je les classe par année. Par année? Oui, ok. De façon chronologique. Pas par cas? Pas par procès? Ça va ensemble? Ouais, ça va ensemble, ouais. Ok. Mais tu vois, par exemple, quand parfois tu peux avoir des cas qui durent, enfin des procès qui peuvent durer plusieurs années, ou
tu les suis au fil de l'eau ou alors Ah, tu veux dire les affaires, ouais, que les j'aurais affaires, des affaires. pardon. Non, parce qu'en fait, moi, comme je suis que des procès, j'ai pas. Ouais, j'ai pas Je ça. suis pas les enquêtes au fil de l'eau, etc. Non, quoi. je suis pas très enquête en vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu le racontes. Tu as lu mon livre? Oui, j'ai lu le temps, bien sûr. Tu racontes, mais ouais, tu racontes que ça t'intéresse pas et que tu préfères vraiment le moment du procès. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est moins mon truc et je pense que je suis moins bonne à ça. Moi, je suis meilleure en récit, ouais. Mais tu peux pas raconter une enquête? Ah si, je peux raconter une enquête, mais ce qui va m'intéresser dans l'enquête, c'est toujours pareil. Ça va être si l'enquêteur parle de lui. S'il raconte en fait ce que l'enquête lui a fait personnellement, Okay. ou comment lui il l'a vécu, ou professionnellement d'ailleurs. Mais il faut qu'il y ait juste le côté recherche pure. Si ça peut être intéressant parce que parfois tu as des enquêtes qui sont vraiment ils retrouvent quelqu'un avec un micro détail, ça c'est assez fascinant, mais sinon ouais non je fais pas que de l'enquête. Oui, tu préfères vraiment les procès en tant que tels, quoi. Ouais. Ok. En fait, ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'était, tu vois, en fait, tu parles à un moment donné de justice, et tu vois, tu disais tout à l'heure justement, tu voulais un peu défendre la veuve et l'orphelin quand tu as commencé le droit, etc. Et il y a un moment donné dans le bouquin où tu dis, et notamment à propos de Marilyn Planche, si je me trompe pas, donc c'est l'affaire Sarah de. Alors on appelait ça l'affaire de la démembreuse du canal du Midi. Ouais. On en reparlera un peu après, mais tu disais que ça, pour toi, c'était vraiment ça a été ta limite en tant que. Alors ma limite, c'était pas tant, c'est pas dans l'aspect sordide des faits, même s'ils le sont. C'était une personne sans défense. En fait, Marilyn Planche, elle est malvoyante et elle est très secrète. Personne ne rentre jamais chez elle, même sa famille, etc. Et cette collègue de travail qui la hait littéralement. Et Marilyn Planche n'a aucune idée que sa collègue la déteste autant. Et sa collègue lui vole ses clés de chez elle. Et elle va chez elle et elle l'attend dans son domicile. Et cette intrusion dans l'intimité, alors que l'autre ne peut pas la voir. Donc, elle ne sait rien, elle ne peut pas se défendre. Ouais, ça me terrifie. Et il y a des choses comme ça que j'aime pas trop suivre. Il y a des affaires que j'aime pas trop suivre. Par exemple, tout ce qui est acte de torture et barbarie, ça j'aime pas. On dirait comme si le reste des trucs j'aimais, mais mais non, mais c'est quand il y a que de la cruauté ou quand les effets de meute, plusieurs personnes contre une seule, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, ça me bouleverse en fait. Et de ce fait-là, t'as la sensation d'être moins à ta place, c'est ça, en tant que journaliste? Et j'ai peur de moins bien faire mon travail. Okay. Ouais, parce que... Et puis après, il faut voir aussi que quand tu rentres chez toi, t'as quand même les affaires en tête. Donc, oui. On va en parler. J'anticipe toutes tes questions. Non, mais alors pour revenir à ma question par rapport à Marilyn, en fait, tu dis qu'il y avait plusieurs façons de rendre justice en parlant de la façon de raconter son histoire, parce que tu as fait le premier article, tu n'as parlé que d'elle. Ouais. Et c'est un peu étonnant parce que tu ne parles pas du tout pour le coup de l'affaire, mais tu parles juste d'elle. Et tu dis, il y a plusieurs façons de rendre justice. Celle-là, c'était la mienne. Et en fait, j'ai un peu la sensation que tu cherches justement à rendre justice d'une manière ou d'une autre à travers tes articles. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. En fait, c'est surtout, non, c'est ça, mais c'est surtout y mettre du sens. Et c'est, je trouve que, c'est pas, je veux pas décerner des bons points, des mauvais points de journalisme, mais je trouve que en tant que journaliste, il faut quand même régulièrement se demander pourquoi on fait les choses aussi. Et donc, en fait, c'est pas qu'on m'a reproché, mais on m'a fait la remarque que je faisais un portrait d'une femme qui était très discrète et qui n'aimait pas qu'on parle d'elle. Mais je savais pourquoi je l'avais fait. Donc, je pouvais le justifier. Et je l'avais fait parce que c'était une femme qui n'était connue, son nom ne ressortait qu'à travers un crime horrible. Et c'était quand même quelqu'un, quoi. Donc je voulais raconter, son enfance, sa jeunesse, etc. Tu veux dire qu'on t'a accusé, entre guillemets, de faire du voyeurisme, c'est ça, par rapport à cette personne qui voulait être discrète?
Ouais, il y avait peut-être un peu de ça. Ok. Du voyeurisme, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas de pas avoir respecté quelque chose, de pas avoir respecté peut-être qui elle était. Et donc ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit effectivement, c'est vrai, mais je me suis posé la question en l'écrivant, je veux dire. Et j'ai décidé de le faire malgré tout, tout en, je veux dire, j'ai rien dit de déplacé ou de, voilà, j'ai pas révélé de secret en fait. Oui, juste tu parlais d'elle, quoi. Ouais. Ok. C'est intéressant aussi parce que à plusieurs moments, tu te demandes quelle est ta place. Je trouve, d'ailleurs, tout au long du livre, c'est un peu aussi ta question de ta place en tant que raconteuse, en fait, finalement, et de conteuse de tous ces procès. Effectivement, Eva Bourseau, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu le fil rouge et tu finis par réussir à rentrer en contact avec le père de cette jeune fille, jeune femme. Tu racontes la journée que tu as passée avec eux, etc. Et au moment du verdict, tu vas voir sa compagne, qui s'appelle Christine. Ouais. Et en fait, elle te prend la main, c'est ça ? Ouais. Tu le racontes et tu dis qu'en fait, elle te remercie pour ce que tu as pu faire. Parce que je pense que j'ai été un soutien quelque part. Et puis, il faut voir que c'était une famille qui, du coup, ne parlait à aucun autre journaliste. Ils avaient choisi de me faire confiance et du coup, ils avaient des questions sur la justice. Comment ça allait se passer, un procès, comment... Alors, bien sûr, ils avaient leur avocate, hein, mais peut-être qu'ils se sentaient un peu plus à l'aise avec moi parfois là-dessus, quoi. Enfin, en tout cas, ça coulait peut-être un peu plus. Je sais pas. Mais ouais, et puis on avait quand même conscience d'avoir vécu un moment fort, d'avoir chacun de notre côté. Moi, l'affaire, c'était ma première affaire, elle comptait énormément pour moi, et puis eux, c'était leur vie, quoi. Donc t'écris un truc, d'ailleurs, c'est très beau. Tu dis une seconde de plus me suffirait à pleurer à mon tour. Ce n'est pas mon histoire, je me répète, c'est la leur. Je ne peux pas pleurer avec eux. Je ne m'éternise pas, je pars comme je suis venu. Allez, ciao. Non, mais ouais, je trouve que cette douleur-là leur appartient et je veux pas. Alors après, pendant un procès, surtout que là, c'était un procès qui durait 2 semaines. Forcément, je vais les voir, je leur demande comment ils vont. Mais je garde quand même une certaine distance. Parce que ça n'est pas, ce ne sont pas mes proches. Donc c'est un choix quand même que je fais non plus. Enfin, je vais pas aller déjeuner avec eux. Enfin voilà, j'estime qu'il faut quand même et tout en étant un peu un soutien quand même, tout en disant je suis là. Si vous voulez à un moment donné venir me parler, on peut se parler, etc. Mais c'est très drôle parce qu'à un moment donné, tu parles effectivement de tes nuits. Souvent, les questions qui reviennent, c'est comment tu fais pour dormir avec toutes les histoires que tu suis, etc. Et moi, j'avais plutôt tendance à me poser la question sur comment tu fais pour continuer à vivre tes journées tranquillement. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Je me la pose tous les jours. Non, mais qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien ? Beaucoup de choses. Ce métier, quoi. Beaucoup de choses. Déjà. Ça me fait beaucoup relativiser. En fait, plus rien n'est grave. D'être confronté à quelque chose d'aussi, enfin, à des tragédies, à quelque chose d'aussi noir, plus rien n'est grave. Après, le pendant, c'est quand même que tu as conscience de certaines choses, quoi. Tu as conscience justement que ça peut arriver, que ça peut toucher un peu n'importe qui. Mais il y a quand même, dans la balance, il y a quand même beaucoup plus d'éléments positifs, j'ai envie de dire. Ça développe. Enfin, je suis quelqu'un d'assez empathique, mais là, je pense que j'ai atteint un certain seuil. Non, mais c'est en fait, c'est comme la littérature. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que plus on lit, plus on devient empathique. Parce qu'en fait, d'être confronté à tous ces récits, à toutes ces histoires, fait qu'on comprend mieux plein de points de vue et plein de visions du monde différentes. Et c'est très enrichissant, honnêtement.
Et d'ailleurs, mais c'est un peu ce que tu faisais avec, on y revient, mais avec la pop culture finalement, c'est que t'essayais d'aller voir ce qui se passait dans la tête de Britney, quoi. Ouais, j'essayais de voir au-delà du statut de la pop star. Et c'est vrai que pour les affaires criminelles, j'essaie toujours d'aller au-delà du statut de la victime, au-delà du statut de l'accusé. Et donc on va boucler la boucle, mais Marilyn Planche, c'est ce que je dis dans le bouquin. Je voulais qu'on aille au-delà du statut de victime, qu'on se souvienne que c'était une personne. Et pour revenir à ton quotidien, tu racontes notamment une anecdote où, à un moment donné, ta fille disparaît. Ouais. Et que ça t'a permis de prendre conscience à quel point ta vie peut basculer à un moment donné. Alors bien sûr, ta fille est en totale sécurité, mais pendant une demi-heure, c'est ça, 1 heure, je sais plus. Trop long. Ressenti 3 semaines. Ère du paléolithique. Ouais. Non, c'est surtout que ça, je le dis pas dans le livre, mais en fait, elle disparaît avec une amie à elle, dont le père est magistrat. Donc, c'est-à-dire que quand on s'est vu à un moment donné, quand on se retrouve pour les chercher, on a besoin de rien dire du tout. On se regarde, les scénarios, on les a par cœur. Donc immédiatement, nous, on appelle la police. Hein. Donc, ouais. Et plus de peur que de mal, heureusement. Et comment tu fais pour vivre avec ces scénarios dans la tête au quotidien ? Comment je fais pour vivre avec ces scénarios ? J'ai l'impression qu'il y a vraiment... T'as vraiment 2 cerveaux aujourd'hui, tu vois. Tu vois, quand je te pose la question, là, t'es là. De quoi tu parles ? Dissonance cognitive. Non, mais après, il faut remettre les choses à sa place. C'est-à-dire que quand même... je sais qu'on entend beaucoup parler des faits divers, qu'il y a beaucoup d'émissions, de livres, etc. autour de ça. Mais en réalité, des meurtres, il y en a pas beaucoup. Des assassinats encore moins. Donc c'est pas... Et ça, j'en ai conscience quand même. Même si c'est mon quotidien, je sais quand même que ça reste extraordinaire. Ouais, tu l'as vraiment en tête, ça ? Ouais, quand même, d'une certaine façon. Ouais, je l'ai. Parce que quand c'est ton quotidien, comment tu fais pour, tu vois, l'avoir gardé en tête en permanence ? Je sais pas, peut-être que c'est peut-être que pour moi, je me dis, ça c'est le travail, et puis après dans la vie de tous les jours, même si parfois dans la vie de tous les jours, j'admets que je vois des ressorts psychologiques chez les gens, des mécanismes. De quel genre ? Du genre des failles narcissiques. Tu ferais un bon tueur, toi. Non, les failles narcissiques, tout le monde en a, et voilà, mais ou quelqu'un qui peut avoir un peu des tendances psychopathes. Ouais, mais alors, attends. Il faut dire quelque chose sur la psychopathie. C'est qu'en fait, il y a quand même, il y a pas mal de gens qui le sont. Enfin, pas mal. Plus qu'on ne se l'imagine, j'imagine. Mais ce sont pas forcément des gens dangereux. Dans l'imaginaire collectif, c'est un terme qu'on rattache de suite aux serial killers, justement, etc. Mais alors, si les serial killers sont tous psychopathes, en revanche, tous les psychopathes ne sont pas serial killers. Voilà, c'est juste un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement qui empêche de rentrer en empathie, c'est ça ? Ouais. À la base, c'est un peu entre autres, ouais. Le premier truc. Ok. Et justement, tu vois, je me disais, tu parlais tout à l'heure de ton compagnon qui lisait ton livre et qui se disait, mais en fait, t'es beaucoup plus joyeuse que ça. Est-ce que t'as pas la sensation là d'aller chercher la Dark Elise, quoi, tu vois, quand tu fais ce métier, la part sombre de moi-même. Ouais. Ah si, complètement. C'est ça qui est captivant, c'est-à-dire que à travers toutes ces histoires, à travers tous ces procès, ça aide vraiment à te comprendre aussi toi-même et à comprendre ceux qui t'entourent. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, on a du mal à décrocher, parce que plus
plus tu en apprends sur la nature humaine, plus tu sais qu'il te reste beaucoup à apprendre. Et donc, il y a une sorte comme ça. Il y a jamais de satiété, quoi. C'est sans fin. Il y a toujours un nouveau truc à apprendre, un nouveau cas qui fait qu'il y a une nouvelle situation. Exactement, ouais. Il y a toujours une question où je vais vouloir chercher la réponse. Tu parles beaucoup de ça, hein. Il y a beaucoup ce truc pour chaque cas, tu vas chercher une question. Ouais, enfin, je vais pas la chercher, elle vient à moi. Elle vient à toi. Non, mais disons que quand je vois une affaire, je me dis, s'il y a quelque chose qui m'interpelle, je vais te parler du coup d'une affaire que j'avais fait là récemment. C'était à Rouen, et en fait, ce sont 2 femmes qui tuent le compagnon de l'une d'entre elles. Et des faits abominables, hein. Après, elles découpent le corps, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est pourquoi l'ami vient aider l'autre. Enfin, voilà, quel est ce rapport d'amitié, en fait? Pourquoi elle accepte de faire ça? Enfin, qui accepterait de faire ça et pour quelle raison? Enfin, ça semble... C'est cette fameuse expression, tu sais, le jour où il y a besoin de cacher un corps, tu m'appelles, quoi, tu vois, oui, c'est oui. Genre... Oui, mais ça reste une expression. Bah oui. Non, mais si elle existe pas par hasard, ouais, quoi. Ouais. Elle dit bien quelque chose d'un lien, tu vois, d'amitié qui serait au-delà du... Eh bien, tu sais, le plus fou, c'est qu'en fait, elle n'était pas si amie que ça. Mais elle ne connaissait... Enfin, celle qui a aidé ne connaissait même pas le nom de famille de l'autre. Ah bon? Ouais. Mais c'est quoi, elle avait... Eh ben, parce qu'en fait, ça a fait écho chez elle. Quelque chose chez elle? À sa propre histoire. Et donc, elle s'est dit, bah oui, je vais l'aider. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Waouh. Non, mais ça, c'est... T'es d'accord, c'est quand même hyper intéressant. Bien sûr, c'est fascinant même. Ouais. J'ai envie de les avoir à mon micro, ces gens. Ouais. Ah. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que ce que tu fais aussi, c'est que tu assistes à des interviews comme ça, où les gens, ils viennent se raconter. C'est ça aussi un procès d'assises pour les gens qui ont jamais... assisté. Un procès d'assises, c'est-à-dire qu'on va vraiment scanner toute ta vie. Et il y a même des enquêtes de personnalité où on va retracer un peu ta généalogie, le grand-parent, d'où tu viens, etc., toute l'histoire. Parce que le but, c'est quoi? C'est quand même de comprendre pourquoi le crime est arrivé. Donc on va, et puis c'est ce que je dis aussi, mais on juge pas un dossier. On juge des hommes et des femmes. Donc on va essayer de comprendre qui sont ces personnes. Donc rien n'échappe à l'œil de la justice quand c'est bien fait. Et, ouais. Je me demandais aussi, parce que tu en parles un peu, tu parles énormément bien sûr des coulisses, etc. Mais en fait, quand tu pars pendant 15 jours comme ça, t'es loin de ta famille, t'es loin de ta fille, etc. Tu rentres, si vous allez sur... Élise sur Insta, sur Motel Détective, là, tu mets régulièrement des screens de tes pâtes Sodebo, là, que tu manges le soir, dans des chambres d'hôtel où t'es un peu... Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment hyper asset, quoi, tu vois, dans la pratique, même. Ça, c'est parce qu'aussi les audiences durent longtemps et que parfois, quand tu sors le soir, tout est fermé. Non, ou alors... non, mais généralement, en fait, on est quand même, on se connaît entre journalistes parce qu'on a la même spécialité, donc on se retrouve souvent de cour d'assises en cour d'assises à travers la France. Mais il m'arrive d'être encore à des procès où je suis toute seule, donc ouais, le soir, je rentre dans la chambre d'hôtel et puis. Et tu fais quoi? Et je rentre moi-même et j'essaie de réfléchir. Non, je vais prendre mes notes au clair et je vais réfléchir un peu à comment je vais agencer tout ça. Et voilà. Mais il m'arrive même parfois d'en parler, même à distance, d'appeler des copains journalistes pour leur raconter et leur demander ce qu'ils en pensent. Parce qu'on débriefe beaucoup. On a besoin de ça. Entre vous? Entre nous, ouais. Les journalistes de la presse judiciaire, parce que c'est quand même une matière très particulière où justement on se retrouve, comme tu disais, éloigné de notre famille. Et on compte un peu les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on est un peu on se soutient en fait. Et
c'est intéressant d'avoir parfois un autre regard, parce que parfois il y a quelque chose que tu vas sentir de telle ou telle manière, un moment d'audience que tu vas sentir de telle ou telle manière, et c'est bien de le confronter au regard d'un autre journaliste qui l'aura peut-être pas perçu de cette façon. Et là encore une fois, c'est enrichissant, quoi. Ok. Ta fille écrit beaucoup? Ma fille écrit beaucoup. Non mais c'est vrai. Ça doit être dans notre sang. Comment tu lui racontes ton métier? Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Le meilleur âge. Oui. Comme on disait tout à l'heure. J'essaye j'essaie de pas trop rentrer dans les détails, forcément, mais je me souviens que quand elle était plus petite, elle comprenait pas, en fait, ce que les gens avaient fait. Et moi, je pouvais absolument pas lui dire. Et je lui disais, tu sais, ils ont fait vraiment quelque chose de mal, etc. Mais tout ça, c'est forcément intriguant. Elle veut savoir quoi exactement. Bien sûr. Et donc, elle essayait. Surtout que maman s'en va 15 jours, quoi, tu vois. Donc, pourquoi elle s'en va, quoi? Et elle essayait vraiment. Je voyais qu'elle se creusait les méninges et elle me disait, il a tapé. Je disais, un peu plus grave que ça, quand même. Et là, elle réfléchissait un peu, elle me disait, il a mordu. Et je disais, non, je t'assure, plus grave que ça. Et puis aussi, je voulais lui dire, mais on va pas en prison pour ça. Voilà. Ça n'est pas bien. Il ne faut pas le faire, évidemment, mais on va pas en prison pour ça. Et puis, après, je sais que quand même, elle est intelligente et qu'il y a des choses qu'elle perçoit. Et elle doit plus ou moins sentir effectivement qu'il y a des choses très graves qui se passent. Mais ouais, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que je me disais, je l'imagine très bien, elle qui a envie de lire et tout, elle voit que t'écris, elle se dit, ok, qu'est-ce que maman écrit, quoi, tu vois. Et je me disais, comment tu fais pour... tu vas pas lui donner ton livre, quoi, tu vois. Non, mais elle l'a piqué, là, l'autre jour. Elle a commencé à le lire, ouais. Putain, ça, c'est terrible. C'est terrible. Et alors, forcément, après, elle avait beaucoup de questions. Heureusement, je l'ai arrêtée à temps. Mais... la curiosité des enfants, et en même temps, tu peux pas lui en vouloir, quoi. Mais bien sûr, j'aurais fait pareil. Bah oui. J'aurais fait pareil. T'imagines ? Mais non, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, en fait, c'est pas pour te cacher quoi que ce soit, mais en fait, les images restent en tête. Et je suis bien placée pour le savoir. C'est qu'en fait, même si ce n'est que de l'écrit ou de la parole, tu as les scènes, tu les visualises après. Donc, et t'es trop jeune pour ça. Vraiment, épargne-toi ça. Et il y a un truc auquel on n'a pas accès à travers ton livre, c'est que j'imagine que toi, tu as effectivement les images, mais tu as tous les sens quand tu vas dans un procès. Tu vois, on parlait du fameux Jacques Ranson, enfin on n'a pas encore parlé de Jacques Ranson, ouais. Et tu racontes un épisode de la seule survivante en fait, qui vient... Sabrina, ouais. Qui vient je sais même pas comment dire. Elle vient témoigner, ouais. Elle vient témoigner à la base, mais juste elle s'écroule dans un fou rire dont tu dis qu'il te glace le sang, en fait. L'histoire, c'est qu'en fait, elle vient à la barre pour raconter son histoire, et on lui... à la cour d'assises, on va toujours être très précis, donc il faut vraiment qu'elle soit très précise et qu'elle raconte tout. Elle peut pas juste dire « j'ai été victime de Jacques Ranson ». Non, il faut qu'elle raconte tout. Et elle n'avait jamais raconté son histoire. Et ça se sent dès le début. Hein. Et en fait, de le raconter, ça lui fait revivre la scène. Et donc elle se met un peu à rire, un fou rire nerveux, hein, vraiment. Oui. Et donc elle s'en excuse et elle dit non mais excusez-moi, je vais me reprendre. Et puis en fait elle n'arrive pas à se reprendre. Elle rit de plus en plus fort jusqu'à hurler. Et c'est vrai qu'on est sorti de là. On en parle encore entre nous. Oui. C'était une scène épouvantable, vraiment. J'imagine. T'as le son, t'as l'image. Enfin ça doit être dur tu peux pas dévoir ça, tu peux pas l'oublier, quoi. Non, je peux pas l'oublier, mais c'est là où c'est important d'être entouré et d'avoir des copains journalistes qui sont là et qu'on ait vécu ensemble ce même moment et que parfois on se le raconte, quoi. Non, tu te souviens? Ouais, je me souviens, ouais. T'as une bonne psy ou pas? Elle est excellente. Non, mais t'as besoin d'aller décharger? Bah, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, je peux... ça va être un peu personnel, mais par exemple, l'histoire de ce que je te racontais sur le procès à Rouen, pourquoi l'amie accepte? Parce que, en fait, ça fait écho à sa propre histoire et elle a vécu une enfance
terrifiante. Mais vraiment, je pense qu'elle vivait dans la peur permanente. Et elle raconte du coup ce qu'elle a vécu. Et ce ne sont pas que des mots et des adjectifs. Ce sont des scènes. Elle raconte des scènes. J'y ai pensé pendant 2 à 3 semaines. Vraiment, j'y pensais tous les jours en me disant mais comment on peut faire ça à un enfant ? Et ouais, j'ai eu besoin d'en parler. Parce que je sentais que j'avais... alors, je vais pas dire du stress post-traumatique, parce qu'il faut pas exagérer, mais régulièrement, j'avais des flashs de ce qu'elle avait raconté, ouais. Parce que je n'arrivais pas à le comprendre. J'arrivais pas à me faire à l'idée qu'on puisse faire des choses pareilles à un enfant. Bah oui, et puis si t'as des flashs qui reviennent, je crois que c'est un peu du stress post-traumatique, non, en vrai? Ouais, non, parce qu'encore une fois, ça m'était pas arrivé à moi, mais je l'avais entendu. Ok. Tu comptes faire ça encore longtemps? Non, mais c'est une vraie question, hein. Tu vois, je me disais, ça fait 6 ans que tu fais ça, t'es parti pour... Moi, tant que j'ai des questions sans réponse, j'y vais, hein. Je vais... T'en auras toujours, non? Peut-être pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, je me dirais, là, j'ai bien creusé. Peut-être qu'il y aura un moment aussi où je me dirais, je veux plus chercher les réponses. C'est possible. Mais pour le moment, c'est pas encore arrivé. Il y a un truc qui me fascine, justement, tu vois, dans je te disais tout à l'heure, il y a ma chérie qui écoute tout Ondelat et qui est fascinée aussi par ça. Et c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal à comprendre, et en même temps je comprends, c'est, tu vois, de vouloir aller creuser la psyché humaine au point d'aller voir ce qui te fait vriller, quoi. Mais t'as l'impression qu'on trouve un jour la réponse? Ah oui. Ouais. Bien sûr. Mais en fait, déjà, l'une des réponses, attention, je te la donne, c'est que... Merci. Non, mais on n'est pas tous faits du même bois. On n'est pas tous câblés de la même manière. Et certaines choses ont sûrement été très importantes pour toi, par exemple. Il y a peut-être des choses qui t'ont marqué enfant, adolescent, et qui, chez quelqu'un d'autre, est passé totalement inaperçu. Donc... Tout dépend du vécu, quoi. C'est... Ok. Merci pour cette réponse. Voilà, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. C'est quoi tes projets? Très honnêtement, là, le projet numéro 1, c'est vraiment le livre. Ok. C'est hyper important pour moi parce que, déjà, c'est le fruit d'années de réflexion. Et j'ai vraiment envie que les gens comprennent ce qu'est la justice et ce qu'est le crime. Parce que je trouve qu'on a vraiment tendance à gommer les nuances, tu vois, dans les débats, etc. Notamment sur les plateaux télé, mais je trouve qu'on laisse peu de place à la nuance et j'ai vraiment envie d'insuffler ça. Et en fait, le message de ce livre est vraiment important pour moi. Donc, on laisse peu de place à l'humain, tu veux dire, finalement? Parce qu'en fait, c'est ça. On laisse peu de place aux zones grises. On laisse peu de place. Tout est noir ou blanc. Évidemment, heureusement, tout le monde ne pense pas comme ça. Mais enfin voilà, il y a un peu cette tendance, tu vois, quand là, il y a plusieurs faits divers qui viennent d'arriver. De suite, on est dans l'émotion, ce qui est normal. Hein, ce qui est vraiment, encore une fois, c'est un réflexe très humain. Je juge pas du tout ça, mais on est trop sur les actus chaudes de suite. Il faut réagir immédiatement. Et on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, quoi. T'as un peu de mal avec les télés d'infos continues comme ça, qui sont de toute façon obligés, de par leur nature, de remplir le vide, hein, parce que sinon ils diraient juste, là on a 24 heures d'antenne à remplir, qu'est-ce qu'il faut qu'on raconte? Il faut bien raconter des trucs, en fait. J'ai plus du mal avec les experts de plateau. J'ai plus du mal avec les politiques aussi. Okay. Les politiques m'agacent parce que en 2 minutes, tu comprends qu'en fait ils n'ont jamais été au palais de justice pour assister à un procès. Quand ils s'expriment sur ces sujets-là, ça je le vois tout de suite. Mais attends, je voulais te dire autre chose. Ah non. En fait, il y a aussi autre chose, c'est que les chaînes d'infos en continu, c'est... Tu sais, moi, un jour, j'ai discuté avec un vieux fait diversier
qui m'a dit aujourd'hui, en fait, Internet a changé la donne. On y revient, mais Internet a changé la donne parce que c'est vraiment la course à l'échalote. Il faut être le premier à sortir le scoop. Et il dit, moi, je viens d'une époque où on avait une information le matin par nos sources et on avait la journée pour la travailler et pour la vérifier, pour la compléter, etc. Et là, maintenant, on se sent un peu obligé d'aller tout de suite, de la publier tout de suite. Et on fait des erreurs, et on fait des bourdes, et on s'en veut. Et voilà, donc c'est pour ça c'est intéressant de réfléchir à la pratique et à comment on fait ça. Je voyais, hier, il y a une prof qui s'est fait poignarder au Pays Basque, et je voyais que 2 heures plus tard, il y avait déjà un témoignage qui disait que c'était une prof sévère et que alors bon, en sous-texte, ouais. Peut-être elle l'avait mérité, tu vois, et je trouvais ça ouf en fait, la meuf. Ah, t'as senti ce sous-texte? Ou c'était juste factuel? C'était une prof sévère? En fait, parce que après il y a eu d'autres trucs, d'autres témoignages qui disaient que en gros elle était hyper impliquée dans son travail, donc mais comme tu dis, tu vois, des nuances, c'est-à-dire que peut-être en fait qu'elle était sévère, mais en fait même si elle était sévère, c'est pas pour autant qu'elle méritait de se faire poignarder. Et c'est effectivement c'est ces chaînes en fait, tu vois, qui sont obligées de remplir les réseaux sociaux, parce que tu sais, ce matin, donc du coup j'ai vu cette information et je sais pas pourquoi il y a un tweet qui est passé sur mon écran où en fait quelqu'un dit oui, alors parce que le gamin qui a fait ça à 16 ans, et donc il dit ouais, ce connard de 16 ans va s'en sortir avec l'excuse de la minorité. Tu vois, de suite, c'est oui. On sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi, on sait pas, on ne sait rien. Si ce n'est qu'il y a eu ce drame horrible, et de suite il faut intervenir, et puis en plus il faut taper fort, quoi. Il faut cogner directement. Heureusement que ça se passe pas comme ça dans les tribunaux. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a aussi tu disais tout à l'heure que la justice prend son temps. Elle prend beaucoup son temps en France, mais en tout cas c'est le temps qui permet de pouvoir justement regarder, comme tu dis, prendre le temps de regarder, d'enquêter, de se poser sur le sujet, de se poser sur les gens, quoi. Mais ce sont 2 temps qui sont opposés. Parce qu'en fait, le temps des réseaux sociaux, c'est le temps de l'instantané. Là où justement une enquête va prendre beaucoup de temps pour se développer, pour creuser. Enfin, voilà. Donc, forcément, à un moment donné, il va y avoir un clash, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'explosion du true crime, notamment dans les podcasts? Parce que on va en parler, mais t'as un podcast chez Arte Radio, qui s'appelle Fenêtre sur cour, où tu racontes justement aussi ton quotidien, les affaires, etc. Et le true crime a permis notamment au podcast d'exploser, et c'est aujourd'hui l'une des catégories les plus écoutées. C'est quoi ton point de vue sur le sujet, toi? Sur le fait qu'il y ait de plus en plus de true crime? Ouais, et puis tu vois, avec ça, il y a aussi... alors c'est peut-être pas pareil, mais tu vois, il y a de plus en plus de séries en rapport avec les serial killers. On a vu je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, sur Jeffrey Dahmer, la série docu fiction sur Dahmer. Alors je l'ai pas vu parce que moi je regarde plus des films comiques, tu sais. C'est ton côté. Tu veux pas travailler non plus quand tu regardes Netflix, quoi. Non, mais en plus parfois je vais me placer vraiment dans l'œil journalistique en disant ça c'est vraiment très mal fait, et non, mais voilà, c'est pas que pour moi maintenant, c'est le travail, parce que c'est pas vrai, il y a des docus true crime qui sont excellents. Et donc je les regarde, mais je vais pas tout regarder. Alors ça dépend. Moi, c'est toujours pareil, mais ça dépend comment c'est fait. Après, je peux pas dire oui, c'est quand même. Tu vois, je peux pas déplorer le fait que les gens soient fascinés par ça, puisque c'est mon métier et que moi-même je suis fascinée par la matière. Donc je vais pas critiquer. Après, faut voir comment c'est fait, quoi. Ouais, donc t'as pas vu Jeffrey Dahmer? Je voulais avoir ton avis sur le truc. Moi, j'ai regardé un quart d'heure, j'ai arrêté, quoi, tellement c'était... Pourquoi? Parce que t'as trouvé ça... Moi, je me suis dit, en fait, comme tu dis, j'ai pas envie de regarder ça, et je trouvais ça assez fou de mettre un zoom sur cette personne, en fait, tu vois, de lui accorder autant de temps et d'attention. Après, j'ai découvert qu'en plus, les familles des victimes n'étaient pas d'accord, et qu'elles n'étaient pas consentantes avec le fait qu'il y ait cette série, que Netflix leur a refilé aucun sou, tu vois. Ils auraient pu se dire, tiens, on va vous dédommager d'une manière ou d'une autre. Et, j'ai vu ça.
Et surtout, tu vois, je me dis, je sais pas ce que ça dit de la société, tu vois, ok, en fait, ce mec a tué de façon horrible des tas et des tas de gens, et en fait, on lui consacre une série Netflix, quoi, tu vois. En fait, ce qui t'a gêné, c'est qu'on consacre une série uniquement à sa personne et pas typiquement pas toute l'affaire qui Exactement. aurait pu... Moi, D'accord. par exemple, j'ai vu Mindhunters, que t'as peut-être vu, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça assez génial de découvrir comment les mecs avaient inventé le profiling, etc. Enfin, je trouvais ça cool de montrer les dessous de... Pas à notre angle. À notre angle. Exactement. Ouais. Bon, Je voilà. comprends. Non, je comprends. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup à toi. Je vous mettrai toutes les infos pour aller découvrir le travail d'Élise d'une manière générale, à la fois sur Slate, mais aussi de commander ce bouquin qui est disponible aux éditions Marchiali. On m'a dit que les deux étaient acceptés. Ok. Dit-elle en regardant son attaché de presse. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.